Amis internautes, bonsoir. Très heureux de vous retrouver donc en ce 18 juin, sous une chaleur un peu importante dans notre salle, là où je me trouve, mais en tout cas toujours plein d'entrain et d'envie pour répondre à vos questions. Alors bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. La première question est une question de François de la session précédente. Les commerces du centre-ville disparaissent les uns après les autres. À quand une vraie politique de reconquête du centre-ville ? Bien, la politique de reconquête du centre-ville, elle est en cours. Je veux simplement vous rappeler que Bourges fait partie du plan national Cœur de Ville, parmi les 222 villes qui ont été retenues, et dont l'objectif de ce plan, c'est redynamiser les commerces de centre-ville pour les villes moyennes, et les 222 villes de cité sont des villes moyennes. Alors, je ne vais pas passer, parce que je pourrais tenir une heure sur le sujet, mais pour vous dire qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont déjà lancées, déjà opérationnelles, qui permettent effectivement de faire en sorte que le commerce soit redynamisé. Alors, plus directement, sur notamment des délibérations que nous avons prises récemment au conseil municipal, l'aide à l'installation de nouveaux commerçants sur des commerces qui sont vides depuis plus de 2 ans, notamment, pour inciter justement à pouvoir aider donc ces porteurs de projets. Donc, pour vous donner des sommes, c'est à hauteur de 300 € par mois sur le loyer, plafonné à la moitié du montant du loyer. Donc voilà une action concrète. Deuxième action concrète, c'est la mise en place dès le mois de septembre d'un nouvel outil qu'on appelle en anglais, excusez-moi, marketplace. On va dire c'est un outil qui a comme objectif un peu comme le grand Amazon, mais dédié aux commerçants de centre-ville, enfin tout le moins de la ville de Bourges, donc qui permettent de mettre en ligne et de valoriser en fait leurs produits. Bon, ça va être un peu long pour vous l'expliquer, mais en tout cas voilà la deuxième action concrète. La troisième action qui est en cours de réflexion, par exemple, c'est de regarder, alors on n'a pas terminé parce que c'est un sujet un peu complexe, de voir quelle possibilité on a d'accorder des abattements sur la taxe foncière pour les propriétaires qui sont propriétaires de commerce, et de manière à ce que cette diminution du coût, ce soit les locataires finalement qui puissent en bénéficier. Donc voilà des actions concrètes sur le commerce, il y en a bien d'autres. Deuxième sujet, sur l'attractivité du territoire. Prendre un exemple, notamment l'idée de refaire des espaces publics qui en ont besoin en centre-ville, notamment une opération qui va se terminer donc, dans quelques jours, c'est la réfection de l'île Victor Hugo, qui sera inaugurée, je vous le dis maintenant, le 28 juin, et puis d'autres espaces publics qu'il faut qu'on revoie. Alors je cite notamment la rue Moyenne, la rue Coursalon, la place Gordon, la rue Jean Girard, la rue Mirbeau, la rue Pellevoisin, la place Planchat, la rue du Commerce, et puis la rue de Ron, au moins. Donc là, vous savez, ce sont des projets qui vont coûter grosso modo 20 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est des sommes importantes. Évidemment, on ne va pas tout faire d'un seul coup, mais en tout cas, l'idée, c'est aussi de redonner l'envie aux berruyers et aux touristes de venir en ville et de se trouver sur des lieux qui soient agréables. Il y a aussi un sujet là, que je n'avais pas évoqué sur l'espace public, c'est la réflexion et la réfection de la place Cujas, qu'on imagine modifier. Alors la question se pose toujours sur est-ce qu'il faut maintenir un parking ou pas, mais c'est quelque chose qu'il va falloir aussi qu'on traite. Et puis il y a plein de sujets de rachat éventuellement de bâtiments, notamment des bâtiments sur lesquels vous trouvez au rez-de-chaussée un commerce et au-dessus des logements, par exemple. Et donc, en collaboration avec des privés, de racheter ces bâtiments pour réhabiliter à la fois les commerces, les logements qui se trouvent au-dessus et qui sont aujourd'hui vides, travailler sur l'accessibilité, de manière à réinvestir, re-résidentialiser on va dire le centre-ville. C'est aussi des aides aux propriétaires, notamment pour réhabiliter leurs logements, que ce soit d'un point de vue énergétique, par exemple, ou d'un point de vue réfection de façade. Donc ça aussi, ce sont des aides que l'on peut apporter au niveau de la ville et de l'agglomération. Donc voilà, je ne vais pas tout vous citer, mais il y a des actions qui sont effectivement concrètes, qui sont déjà en cours, et puis des actions qui vont s'étaler un petit peu dans le temps. Donc voilà, très rapidement, en 5 minutes, ce que je voulais vous dire sur le sujet. Alors, la question suivante est posée par Marcel. En tant que maire, que ressentez-vous quand vous présidez une cérémonie sur l'appel du 18 juin ? Bon, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas en tant que maire, mais c'est en tant que Pascal Blanc, en tant que personne. Ce sont des événements qui sont importants. Ne pas oublier, c'est le devoir de mémoire. Ne pas oublier et rappeler notamment aux jeunes générations que cette liberté
cette liberté, elle a été conquise, elle n'a pas été évidente quand il a fallu se sortir du joug nazi avec tout ce qu'on peut imaginer comme horreur, excusez-moi, et qu'à un moment donné, à l'appel du général de Gaulle, il y a un élan de solidarité, de résistants qui sont mis en place. Alors évidemment, ce n'était pas des soldats avec des chars et des soldats avec des uniformes, mais c'était des soldats de l'ombre, si on peut dire ainsi. Et donc de penser notamment le jour de cette cérémonie du 18 juin, c'est essentiel, et bien comprendre que la démocratie, la République que nous vivons aujourd'hui avec ce qu'on trouve sur le fronton des mairies, liberté, égalité, fraternité, et bien tout ça, ça se mérite et on ne doit pas la perdre. Et ce qu'on a malheureusement vécu, que la France a vécu au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, faisons attention parce que c'est des choses qui peuvent arriver de nouveau. Donc rappeler que plus jamais ça, c'est ça qui est l'essentiel et c'est ce qui me traversait l'esprit ce matin au moment de cette cérémonie. Donc une fois encore, c'est plus en tant que personne qu'en tant que maire en tout cas. La question suivante nous vient de Laurent. L'îlot Victor Hugo sera terminé quand ? Alors, l'îlot Victor Hugo, donc, comme je le disais il y a 10 minutes, les travaux seront terminés donc, normalement donc, pour le 28 juin, puisqu'on inaugure le 28 juin, donc vous voyez, c'est dans, on va dire, une grosse semaine. On a eu des petits problèmes techniques sur la partie fontaine, et qui nous a retardé d'une petite quinzaine de jours, mais en tout cas, donc, tout sera terminé pour l'inauguration, sauf, pour être très précis, il y aura un candélabre qui devra être changé parce qu'en fait le fournisseur a eu du retard sur la fabrication. Donc en attendant, et donc il devrait être livré donc mi-juillet. Donc en attendant, on mettra un autre candélabre de substitution, on va dire intérimaire. Et puis tout sera donc terminé, en tout cas pour 99,99% le jour de l'inauguration, donc le 28 juin. Question suivante de Max. Quels sont vos projets en termes de rénovation de rue quand la rue Louis Mallet sera terminée ? Je l'ai dit en quelque sorte tout à l'heure, à l'internaute précédent, en fait, l'action Cœur de Ville, donc c'est une action qui me semble majeure, qui est majeure, c'est pas qu'elle me semble majeure, mais qui est majeure, et en tout cas à travers ce grand projet, il y a un certain nombre d'espaces publics et de rues, notamment en centre-ville, qui vont être refaites, on va dire, probablement à partir de l'année prochaine et sur une durée de 4-5 ans, parce que, une fois encore, ce sont des montants importants. Alors non pas que financièrement on n'est pas capable de supporter ces investissements, mais c'est surtout d'un point de vue technique, il faut être capable de monter tous ces projets. Et puis, bon, il n'est pas pensable de mettre la ville en chantier pendant une période courte. Donc tout ça, il faut réfléchir aussi au façage des travaux, en parler avec les commerçants. Enfin, voilà, il y a un impact sur les travaux, c'est jamais négligeable. On l'a déjà vu par la réflexion de l'îlot Victor Hugo. Donc voilà, essentiellement, c'est ça. Il y aura probablement d'autres rues qui devront être requalifiées, pas forcément en centre-ville. Notamment, je vous rappelle que le nouveau plan de renouvellement urbain va démarrer normalement dès l'année prochaine. Donc ça fera, au-delà de l'aspect, on va dire, logement, mais aussi la réflexion d'espace public. Et il y aura forcément d'autres rues qui seront refaites, comme on a pu le faire sur des grandes requalifications sur ce mandat qui se termine dans quelques mois. On s'était engagé donc à refaire 2 rues, la rue Louis Mallet et la rue de la Sénée, ce qui a été fait. Donc voilà, ce sont des lourds investissements. Alors il y a plein de demandes. Vous savez, j'étais aux rencontres pour Bourges, je crois qu'il y a de quartier de Pignou hier, l'avenue Bérégovoy-Mitterrand, enfin tout ce secteur qui part de Pignou qui va jusqu'à la Rocade, du côté de l'hôpital, effectivement, ça serait un tronçon complet qu'il faudrait refaire. Là, il y en a aussi pour plusieurs millions d'euros, parce qu'il faut refaire toute l'infrastructure, il faut refaire tous les réseaux souterrains notamment, il faut revoir l'éclairage, enfouir les fils électriques et les fils de téléphone. Donc c'est un gros chantier. Mais voilà, donc il y a plus de demandes que d'offres, si j'ose dire, ou d'offres que de demandes. Donc on n'aura pas l'embarras du choix en tout cas. Alors la question suivante nous vient de Anna André. Elle aimerait savoir quand aura-t-on la fibre sur le quartier de Pignou ? Alors, il y a une partie du quartier de Pignou qui est équipée, mais pas la totalité, je le sais. Alors, à chaque fois qu'on pose la question, je dis désolé, je ne sais pas répondre. Alors, c'est pas que je veux ne pas répondre, c'est tout simplement parce que je n'ai pas l'information. Aujourd'hui, nous ne sommes pas pilotes.
du déploiement de la fibre sur Bourges. C'est l'opérateur qui est pilote de ce sujet-là. L'engagement qu'on a récent de l'opérateur, c'est que toute la ville de Bourges sera fibrée et l'ensemble de nos administrés qui souhaitent être raccordés à la fibre optique le seront au plus tard à la fin de l'année 2020. Mais une fois encore, malheureusement, je réclame des informations les plus précises possibles à Orange et j'ai quand même du mal à les avoir, très sincèrement. Mais pour ça, n'hésitez pas à solliciter Orange à la boutique ou sur un numéro de téléphone Orange, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, vous avez une autre possibilité, c'est d'aller sur le site internet de la ville de Bourges. Vous avez un lien qui vous guidera sur la fibre et là, si vous tapez dans le champ réservé à cet effet, vous mettez votre adresse et normalement, on doit vous indiquer, pas d'une façon précise à la journée près, mais dans quel laps de temps vous pouvez être susceptible de vous raccorder à la fibre optique. Alors, question suivante de la session précédente. Elle a été posée par Dean. Est-il possible de refaire urgemment les passages piétons rue Cuvier et rue de Rênal ? Oui, tout à fait. Alors, il faudrait donc vous passez par Castor, vous savez, l'outil qui vous permet de solliciter des demandes de la ville de Bourges, alors, essentiellement sur les travaux, mais pas que, d'ailleurs. Alors, vous avez un numéro de téléphone gratuit, je ne le connais pas par cœur, mais vous allez sur le site internet, vous allez le trouver bien évidemment. Vous pouvez faire votre demande par email ou même par courrier en l'envoyant à la ville de Bourges. Mais pour en revenir là-dessus, il faut savoir qu'aussi sur les marquages au sol, alors c'est assez compliqué parce qu'on en a de plus en plus, puisqu'en fait, vous savez, il y a des marquages sur les aménagements cyclables, il y a les sas pour les vélos, la ville s'étend, on reprend des lotissements dans le domaine public, donc ça nécessite à chaque fois la reprise en charge des marquages. Et puis on en a de plus en plus, et de toute manière, le temps est toujours le même. Et qui plus est, on a des contraintes, je ne vais pas être trop technique, mais d'humidité et contraintes météo, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, il ne faut pas qu'il fasse trop froid, il ne faut pas qu'il fasse humide. Et la période d'intervention sur les marquages au sol, c'est approximativement entre le mois d'avril et le mois d'octobre, quand tout va bien. Et donc, on a effectivement tout à faire. Mais faites la remarque à Castor, et puis on la prendra évidemment en compte, et on fera faire donc, dans votre rue assez rapidement les passages piétons. Une question de Franck maintenant. Alors, j'habite avenue de Saint-Amand. Vous nous réduisez de plus en plus les places dans cette avenue et les rues perpendiculaires avec des arrêts de bus et des places en quinconce. Que comptez-vous faire pour les riverains habitant dans cette avenue et en particulier ceux qui habitent dans les immeubles où il n'y a pas de parking ? Des terrains communaux sont disponibles pour en créer ? Voilà. Vous savez, la problématique du stationnement à Bourges, elle est on va dire, pas récurrente, mais sur des questions qui me viennent assez souvent, dans des rues qui n'ont pas forcément été prévues, je dirais, en adéquation par rapport au nombre de logements. Bon, l'avenue de Saint-Amand, elle est structurelle, c'est une rue qui est structurante, qui existe depuis de très nombreuses années, et puis elle n'a pas été conçue à l'époque, notamment le stationnement, avec tout ce qui a pu évoluer, notamment. Il y a beaucoup de maisons à Saint-Amand comme ailleurs à Bourges qui ont été partagées par exemple en appartements, et à l'époque où peut-être ces maisons étaient construites, il y avait peut-être une voiture par maison, et encore, pas toujours, alors que là, finalement, vous avez presque une voiture par personne qui habite dans les logements. Et donc, les voies étant pas extensibles, ça pose parfois un problème de manque de place. On a ça rue Émile Martin, on a ça effectivement à Saint-Amand et ailleurs. Maintenant, quant au terrain disponible, donc on va regarder effectivement s'il y en a disponible. Je suis aussi très réservé là-dessus parce que, vous savez, ce que veulent les gens, surtout, c'est garder leur voiture devant chez eux. Et dès lors qu'on va créer des poches de stationnement un peu plus loin, c'est pas sûr qu'en fait ces parkings seront utilisés. Donc c'est ça aussi la difficulté, c'est que on veut pas, dès lors qu'on a une voiture, on veut pas beaucoup marcher, on est tous un peu feignants. Et ça, sincèrement, je ne crois pas trop. J'ai un exemple qui se trouve dans votre quartier, le quartier que vous citez, qui est en bas de la rue Sainte-Angélique. Rue de Mazières, en face de l'usine Mazières. Vous savez, on a fait une poche de stationnement quand on a requalifié la rue Sainte-Angélique, il y a quand même déjà quelques années, quand on a fait passer la rocade verte à cet endroit-là. Effectivement, on avait a priori perdu quelques places de stationnement. Là, on les a plutôt organisées parce que les voitures étaient garées sur le trottoir en vrac.
On nous a dit à l'époque qu'il n'y aurait pas assez de places de stationnement, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour garer son véhicule, et la poche de stationnement qu'on a fait en bas, le petit parking, n'est jamais utilisé. Donc voilà, donc attention à ces contraintes, créer des parkings, oui, mais les gens, ils ont besoin, ils veulent garer leur voiture devant chez eux, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça pose quelques problèmes. La prochaine question nous vient de Coucou, c'est moi. À quand un contrôle de la circulation ou aménagement pour réduire la vitesse, rue Camille Pelletan et Benoît Malon? Cela devient dangereux. Coucou, c'est moi aussi. Alors on est toujours dans le même quartier, de l'avenue de Saint-Amand. Vous savez, là aussi, les choses ne sont pas simples. On voudrait trouver une solution technique pour résoudre des problèmes d'incivilité, entre autres des automobilistes. Et on n'a pas aujourd'hui une bonne solution. On nous réclame dans certains cas de mettre des ralentisseurs, ce qu'on appelle les coussins berlinois, donc un certain nombre de riverains qui nous indiquent qu'il faut ralentir la vitesse. Et puis, quand vous en mettez, vous en avez d'autres, des usagers qui disent non, ça c'est juste insupportable, ça bousille les voitures, ça fait surconsommer nos véhicules. Si on a des problèmes de colonne vertébrale ou autre, on a mal. Voilà, donc c'est toujours le dilemme, c'est-à-dire qu'en fait, si les gens roulaient aux limitations de vitesse, on aurait quand même beaucoup moins de soucis, on n'aurait pas besoin de faire des aménagements. Et puis en plus de ça, il n'y a pas de bonne solution, si ce n'est essayer de requalifier les rues complètement, donc les refaire complètement. Donc vous imaginez, on a 250 km de voirie à Bourges, donc refaire la totalité des rues, ça correspondrait, j'ai calculé l'autre jour, à 5 mandats où on investirait que dans la réfection de voirie. On consacrerait tous les investissements que sur des voiries. Vous imaginez, c'est juste pas possible. Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est de nous signaler, vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà fait, mais de nous signaler ces problématiques. Vous pouvez m'envoyer un courriel ou un courrier d'ailleurs directement à mon attention. Et puis je regardais ce qu'on peut faire, je demanderai à mes services ce qu'on peut faire dans la rue Camille Pelletan. Je sais que c'est un sujet compliqué, il y a des problèmes de stationnement là aussi, les trottoirs ne sont pas larges, il faudrait plus de stationnement, mais là aussi on ne peut pas pousser les murs, on ne peut pas démolir les maisons. Et puis il y a ces pratiques, ces vitesses pratiquées qui sont parfois importantes dans la mesure, en plus, sont, comme toutes les rues qui sont adjacentes à l'avenue de Saint-Amand, pour la plupart c'est des rues qui sont en descente ou en montée, mais enfin c'est surtout la descente où les véhicules prennent aussi beaucoup de vitesse. Donc ça c'est un sujet assez ancien qu'on n'a pas forcément, pour lequel on n'a pas trouvé encore de bonnes solutions. Une nouvelle question avec Benoît. Où en sont les projets de l'immeuble des Forestines et du bâtiment avenue Jean Jaurès? Alors, la maison des Forestines, bâtiment avenue Jean Jaurès. Oui, je vois. J'ai perdu le nom, mais c'est bon. Ça va me revenir. Je vais parler de la maison des Forestines. Maison des Forestines. Donc la décision a été prise par le conseil d'administration, le conseil de surveillance de l'hôpital de mettre en vente le bâtiment. Ce qui a été fait. Il y a eu un appel à projet sur lequel il y a eu un certain nombre de candidatures. Il y a eu un jury qui s'est réuni, je crois, la semaine dernière, qui a vu chacun des candidats, et puis qui a fait des offres techniques et financières. Et donc la décision de vente devrait avoir lieu dans les prochains jours ou prochaines semaines. L'idée, donc, effectivement, c'est de confier à un investisseur privé la réfection en fait, de ce bâtiment, en gardant l'idée première, c'est de garder, en tout cas moi j'insistais là-dessus, qu'on garde un lieu, notamment la brasserie, qui est de Cujas, qu'il faudra peut-être repenser sur sa structuration, parce qu'en fait, effectivement, c'est une brasserie qui n'était pas forcément très, très pratique, mais l'idée, c'est surtout qu'on garde cette brasserie, qu'on garde des commerces au rez-de-chaussée, des commerces de qualité, et éventuellement dessus, qu'on y fasse que ça devienne un immeuble de bureau, et peut-être aussi des logements d'habitation. Donc voilà où on en est aujourd'hui, et dès que l'investisseur aura fait l'acquisition, je pense que les travaux iront relativement vite parce qu'il aura intérêt à avoir un retour sur investissement important. Concernant donc l'immeuble Jean Jaurès, et je suis toujours en train de chercher le nom, Sabine, soufflez-moi dans l'oreille. Bon Pasteur peut-être? Le Bon Pasteur, merci Sabine. Le Bon Pasteur, donc le même principe, donc un peu plus écalé dans le temps. Donc on a lancé un appel à projet, je situe il y a à peu près 3 semaines à peu près. Donc même principe, donc des dossiers ont été retirés, des dossiers vont être remis avec un certain nombre d'offres financières et techniques. Je crois que l'idée c'est que le choix soit fait pendant l'été pour la signature d'un compromis de vente, je crois qu'à hauteur de septembre,
pour une vente d'ici la fin de l'année. Et alors, je ne peux pas vous en dire plus, puisque je ne connais pas aujourd'hui encore les candidats, je ne connais pas les projets. Mais l'idée, c'est de réhabiliter ce site, qui est un site assez remarquable, qui va participer aussi à l'opération Cœur de Ville, puisque c'est un élément de... un bâtiment, un lieu, un espace qui se trouve dans, on va dire, dans le cœur de ville, quelque part. Donc voilà, donc on attend, mais la procédure de vente est en cours. Alors la question suivante est posée par Laurent. À quand l'organisation d'une course cycliste en semi-nocturne en centre-ville ? Oula, bon, alors je crois qu'il y en a eu déjà des courses cyclistes en semi-nocturne. Je crois que c'était de mémoire pendant la foire de Bourges. Bon, les choses ont été abandonnées parce que, bon, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'organisateurs. Enfin, les organisateurs qui avaient ça en charge n'ont plus souhaité continuer parce que, bon, c'est pareil, c'est des organisations, c'est des bénévoles. Et puis il y avait finalement aussi moins en moins de coureurs, donc moins en moins d'intérêt. Maintenant, dès lors que une association, un club organisait ce type de course cycliste à Bourges en nocturne, on examinera effectivement cette proposition et on la soutiendra le cas échéant. Après, vous savez qu'on a aussi une ville du vélo. Là, je déjeunais avec Nathalie Bonnefoy et Éric Mességuet, entre autres, ce midi avec le président de la Fédération française de cyclisme. On a parlé beaucoup de vélo, évidemment. On a sensibilisé le président, mais qui était déjà convaincu qu'on était une ville de vélo à travers Paris-Gien-Bourges, qui existe depuis très longtemps, à travers l'étape de Paris-Nice qu'on a reçue donc il y a 2 ans maintenant, et puis avec toujours comme idée de recevoir à Bourges, parce que ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé, une étape du Tour de France. Alors ça ne sera pas évidemment cette année, alors peut-être l'année prochaine. Bon, vous savez, il y a plus de demandes que d'offres là pour le coup, mais voilà, on aime le vélo à Bourges, on aime le vélo dans le Cher, et donc si effectivement il y a ce projet-là, n'hésitez pas à en faire part à Nathalie Bonnefoy, puis on regardera ce qu'on peut faire. Et si surtout il y a un intérêt. La prochaine question, elle est posée par Kéran, qui vous demande à quand la reconstruction du stade de Jean Briveau. Alors ça c'est un grand sujet. Bon, je ne vais pas vous répondre. Et puis est-ce que en fait il est judicieux de reconstruire le stade Jean Briveau, pardon, tant pour moi, j'étais sur Jacques Rimbaud. Non, c'est pas d'actualité, parce que ça ne correspond pas aujourd'hui. J'entends bien aujourd'hui, ça ne correspond pas à un besoin réel. Le stade synthétique qui a été réalisé il y a peut-être une petite dizaine d'années, donc rend service. Le stade en herbe qui se trouve à côté, l'ancien terrain d'honneur de football, doit servir aussi de temps en temps. Donc ça ne correspond pas à un besoin. Donc sur des investissements qui sont lourds, parce que là j'ai parlé évidemment des terrains, mais il y a aussi cette problématique de la fameuse tribune qui est en péril en fait. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait déconstruire cette tribune, qui coûte déjà relativement cher, et puis pour en faire quoi? Donc aujourd'hui c'est pas d'actualité, mais voilà, ça peut le devenir en tout cas, ça peut faire partie des projets sur lesquels il faut qu'on réfléchisse. La question suivante est posée par Titi, qui voudrait savoir comment vous avez ressenti le double exploit de Signature en gagnant les 24 heures du Mans et en redevenant pour la seconde fois les champions du monde. Écoutez, que du bonheur, c'est le message que j'ai envoyé très rapidement à Philippe Pinault après le passage de la ligne d'arrivée. Il y avait une pression, c'était pas simple, notamment sur les autres véhicules qui étaient en LP1, où le véhicule qui était devant finalement a dû s'arrêter quelques minutes avant l'arrivée. Donc je suivais en fait sur Twitter les évolutions par le tweet de Signature, et même à 1h de la fin, il était dit la course elle n'est toujours pas finie, il y en a encore pour 1 heure. Alors c'est vrai que c'était une explosion de joie parce que d'abord une écurie berruyère, donc ça c'est important, on ne le sait pas suffisamment. Je connais l'investissement aussi de toute l'équipe Signature. Derrière Philippe Pinault, il y a toute une équipe. On ne peut pas imaginer tout le travail qui est fait tout au long de l'année. C'est assez compliqué, c'est très technique. Et puis cette équipe se démène, on n'entend finalement pas beaucoup parler, ce n'est pas des gens qui sont embêtants pour tout vous dire. Et puis quand il y a une réussite au bout, ce qui montre que quand il y a travail, il y a forcément réussite au bout, et on peut en être forcément que fier, en plus en tant que verrouillé. Et ça montre une fois encore que Bourges est une ville sportive.
Oui, on parle du basket féminin, c'est important, mais oui, il y a du football. Et moi, je rêve, alors c'est pas un rêve, mais j'ai ce projet de politique footballistique de Bourges. Je crois que Bourges mérite d'avoir une équipe de football en National 1, mais il va falloir que les clubs travaillent ensemble sur ce projet sportif. Ça, c'est fondamental. J'ai rencontré un certain nombre de présidents de clubs et j'aurais donné cette ligne directrice. Oui, c'est aussi le rugby, même si notre équipe descend en Fédéral 3, mais je pense que c'est pour mieux rebondir. Oui, il y a la gymnastique aussi qui a fait une saison encore remarquable. Et puis, je ne vais pas tous les citer parce que je vais faire des jaloux. Voilà, on a vu ce grand meeting de natation encore qui a eu lieu ce week-end avec un club berruyer qui est un des plus importants clubs de la région centrale de Loire. Donc on est vraiment une ville sportive. Donc Bourges soutient l'exploit et pour que ce soit encore pour très longtemps, mais je suis convaincu qu'on a plein d'atouts dans ce domaine-là et effectivement, signature à qui on va rendre hommage. Donc bon, je ne peux pas vous donner la date exacte, on en a parlé cet après-midi, mais j'ai envie que les Berruyers lui rendent un grand hommage à cette écurie berruyère. Ça sera très probablement avant l'été, dans les premiers jours du mois de juillet. Donc réservez toutes vos soirées en tout cas, et on fera vraiment une grande fête parce que je pense que Philippe Sino et son équipe le méritent en tout cas. La question suivante de la session précédente d'Adrien. Pour le projet du centre aqualudique, une fosse de plongée de 40 mètres de profondeur serait-elle une idée envisagée afin de toucher de nombreux clubs en région centre, mais en région voisine également ? Alors, dans le programme sur lequel on est en train de travailler, qui devrait sortir à la fin de cette année, dans la constitution de qu'est-ce qu'on veut mettre dans ce centre aqualudique, c'est la vraie question. On n'a pas des réponses aussi évidentes. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter une quinzaine de centres aqualudiques en France. J'ai vu des choses complètement différentes et je me suis surtout rendu compte que le contenu en fait, de ce centre aqualudique dépend beaucoup de l'environnement. Et c'est vrai qu'on a un environnement particulier à Bourges et notamment sur l'agglomération par le fait qu'on a 4 piscines aujourd'hui sur l'agglomération, ce qui est quand même juste exceptionnel. Quant à la fosse, en tout cas, ça n'a jamais été évoqué. Il y a une fosse, notamment, alors je ne connais pas toutes les fosses, mais je sais que pour en avoir visité, qu'il y en a une à Montluçon, qui est utilisée, qui a l'air d'être bien utilisée. Je ne suis pas sûr aujourd'hui, mais je peux me tromper, qu'il y a un usage aussi intensif sur la ville de Bourges ou sur l'agglomération. Alors vous me direz peut-être que l'offre appelle la demande appelle l'offre ou l'offre appelle la demande aussi dans ce sens-là. On peut y réfléchir, mais voilà, c'est quand même quelque chose de très très spécifique qui s'adresse effectivement à des initiés. Avant d'être initié, il faut être aussi amateur, on peut apprendre, mais voilà, ça peut faire partie de la réflexion, mais pour être très transparent, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on a envisagé. Alors, la question suivante posée par Esteban. Qui est à l'origine du skatepark du lac d'Oron? Des professionnels ont-ils été consultés? Ah oui, tout à fait. Alors, vous parlez bien du skatepark, j'ai bien entendu. Oui, les professionnels ont été contactés. On a contacté aussi d'autres maîtres d'ouvrage ailleurs que sur Bourges, notamment, je pense à Château en particulier, qui a un grand skatepark. Et puis aussi, on a fait appel aux clubs et aux jeunes pratiquants. On les a impliqués dans le projet, dans le choix du projet. Je l'avais dit quand je m'étais engagé en 2016 de reconstruire un skatepark, on l'avait dit d'ailleurs dans nos engagements en 2014, mais je me suis engagé en 2016 que ce skatepark serait opérationnel en 2019, ce qui est le cas, parce qu'il devrait être livré à l'automne prochain. C'était fait vraiment en concertation et je pense qu'il va répondre en tout cas à une attente et tout ça, ça a été vraiment co-construit comme on est aujourd'hui et je pense que c'était complètement nécessaire parce que bon, les problématiques skatepark ont été un peu compliquées en 2015-2016, mais je crois que là on est arrivé et les retours que j'ai de Nathalie Bonnefoy à travers ceux qui ont participé à ce projet, à sa définition, les retours sont positifs. Donc c'est bien, je m'en satisfais en tout cas. Une question de Muriel maintenant. Côté sportif, nous avons les trails Bourges Urban Trail et la Ronde des Marais en été. Pourrait-il y avoir une autre course en hiver? Oui, il suffit simplement de trouver des organisateurs, parce que bon, faut bien comprendre que la ville ne peut pas tout organiser, toute manifestation. On parlait tout à l'heure d'une course cycliste.
Alors évidemment, on peut mettre des infrastructures en place, toute la partie logistique, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est un club qui porte en fait cette organisation, les organisations de façon générale, hein, que ce soit la course des marais, le Tour du Lac ou les foulées de Bourges, entre autres, hein, puisqu'on parle de course à pied. Le trail urbain, c'est la même chose. Même si on est à l'origine en fait, de cette idée, en tout cas, elle a été portée par des organisateurs qui savent faire. Nous, on n'est pas sachant sur ce type d'organisation, mais pourquoi pas, si un organisateur qui veut faire une épreuve sportive de course, on va dire sur route ou autre trail dans la ville d'hiver, tout est possible. Après, il faudra trouver la date pour que ça corresponde bien, mais voilà, nous, en tout cas, moi personnellement, je suis très à l'écoute de ce type de proposition. Toute manifestation, organisation qui apportera encore davantage de dynamique à la ville, on l'a déjà démontré et on le démontrera encore. On est preneur parce que c'est important que la ville vive et elle vit bien aujourd'hui, elle bouge beaucoup depuis quelques années. Il faut encore la faire bouger encore davantage. Donc voilà, toute offre sera étudiée en tout cas. Une question de Mon Cher Vélo. Que se passe-t-il rue Moyenne au sujet du double sens cyclable ? Il était acté et vous avez ce matin convoqué un comité de crise pour l'annuler. Source interne. Pourquoi ce revirement ? Tout simplement, et j'en ai parlé avec mes services, et Pascal Tinet en particulier, il y avait une incohérence. Il y avait une incohérence, pourquoi ? Parce qu'on a mis effectivement la rue Moyenne en zone 20, même si elle nécessiterait un aménagement en type de zone de rencontre, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, en zone 20. Donc effectivement, dans ce cas de figure, on autorise les vélos à utiliser le contresens cyclable. Bon. Par contre, à un moment donné, il faut être aussi très pragmatique. Quand on pratique le vélo, qu'on utilise la rue Moyenne, déjà, rien qu'en montant, j'ai beaucoup de retours, et d'ailleurs on le voit très bien, les vélos, ils utilisent le trottoir, très rarement la rue, parce que c'est relativement dangereux. En plus, parfois, il y a on va dire des automobilistes qui sont un peu impatients. Imaginons d'autoriser donc, dans cette rue, avec la largeur de la voirie, le croisement entre un cycliste et un automobiliste. C'est sûr que c'est un accident assuré. Je rappelle une chose, c'est qu'avant que cette rue passe en zone 20, donc elle était en zone 30, puisqu'étant dans l'hypercentre, que le code de la route donne la possibilité aux cyclistes d'utiliser les rues qui sont en sens unique à contresens. Ça, c'est le règle de la code de la route, sauf si un arrêté du maire a été pris pour interdire un certain nombre de rues. Du temps de Serge Pelletier, il y a un certain nombre de rues sur lesquelles on n'avait pas autorisé le double sens cyclable, dont la rue Moyenne, parce qu'en fait, des usagers du vélo nous trouvaient ça effectivement trop dangereux. Donc on revient, si vous voulez, dans cette situation-là, puisque là on était sur une incohérence. On avait mis des panneaux de sens interdit, dessus autorisé, interdit sauf cycliste, et en même temps, on avait un arrêté qui l'interdisait jusqu'à présent, qui a été annulé, et là j'ai souhaité le remettre pour des questions tout simplement de sécurité. Alors, quand la rue, dans la rue Moyenne sera en zone 20, mais en zone de rencontre, c'est-à-dire qu'on aura supprimé tous les trottoirs, qu'on aura vraiment des zones de rencontre, les choses pourraient être repensées complètement, bien évidemment. Mais aujourd'hui, moi, vous savez, je suis très à cheval sur la sécurité, les automobilistes, les piétons et les vélos, et je ne veux pas prendre le risque d'être à l'origine d'un accident. C'est pour ça que j'ai pris cette décision ce matin. La question suivante est posée par Vincent. Participerez-vous à la descente infernale samedi prochain ? Et si oui, êtes-vous satisfait de cette manifestation ? Alors, participer dans une caisse à savon, non. Mais par contre, participer en tant que spectateur, oui, bien évidemment, parce que c'est un bel événement. D'abord, je crois que depuis qu'on a mis ça en place, depuis 2015, on a toujours eu beau temps, ce qui va être le cas a priori samedi après-midi, donc ça c'est important, ce qui fait que cette manifestation réunit chaque année entre 14 et 15 000 spectateurs sur la rampe Marceau, donc ce qui montre le côté, l'intérêt qu'apporte cette manifestation. Je me souviens, entre autres, je veux le rappeler, que quand j'ai annoncé ça début 2015, on m'a ri au nez en disant mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais en tout cas, peut-être qu'est-ce que c'est que ça, mais en tout cas, quand vous avez 15 000 spectateurs un après-midi autour de la rampe Marceau, c'est plutôt bien. Deuxième élément, c'est que ça fait marcher aussi les commerces,
notamment les bars et les restaurants. Donc ça aussi c'est très important pour le développement économique de la ville. Et puis voilà, c'est une épreuve qui est sérieuse, sans se prendre finalement au sérieux. Et puis c'est une manifestation qui coûte peu cher au regard de ce qu'on propose. Vous savez, je crois que l'an dernier, ça nous a coûté 21 000 euros. Hein, si vous faites le ratio entre les 21 000 euros, vous divisez ça par le nombre de spectateurs, vous voyez qu'on est bien loin d'une place de cinéma, et puis ça dure tout l'après-midi. Donc voilà, puis c'est un moment de fête, c'est un moment de convivialité, c'est un moment qui évolue aussi, hein, puisque là il va y avoir je dirais un changement d'organisation, puisqu'en fait, si j'ai bien compris, les deux caissons partiront en même temps sur 2 rampes et vont se retrouver après, donc ça va donner un peu de piquant, si je peux dire, sur cette épreuve. Donc voilà, oui, j'en suis satisfait. J'en suis satisfait parce que tout simplement les verrouillés s'y retrouvent et les verrouillés en sont satisfaits. Alors, si moi, mes administrés, les administrés de la ville de Bourges sont contents et heureux sur les manifestations qu'on leur propose, bien évidemment, le maire que je suis est très heureux. Une question de Juju. Quel est votre programme pour la fête de la musique? Pour la fête? La fête de la musique. Oula, moi j'ai pas de programme, vous savez, donc là ça fait partie aussi de ces moments où je suis complètement libre, c'est-à-dire qu'en fait je vais déambuler, je vais profiter là aussi du beau temps parce qu'il va faire beau, c'est quand même important, et puis je vais déambuler dans la ville, quand je vais aller voir tout ce qui se passe dans la ville, sur tous les lieux. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais en tout cas voilà, c'est aussi un moment de liberté, c'est un moment où je trouve que les verrouillés sont heureux, les rues sont bloquées, il y a des orchestres, de façon organisée ou pas organisée, des chorales, il y a une offre très diverse. Les terrasses vont être aussi pleines, j'imagine. Donc voilà, c'est un moment de liberté, cette fête de la musique. Et moi, j'y tiens beaucoup, j'éprouve beaucoup de plaisir. Mais je ne me fixe pas un programme en disant, voilà, de telle heure à telle heure, tu vas faire ça, de telle heure à telle heure, tu vas faire ça. Surtout pas. Moi, j'aime bien ce moment où on déambule sans savoir ce qu'on va faire. Il faut être libre, il ne faut pas forcément tout cadrer dans sa tête, même s'il y a des choses qui doivent être cadrées. Mais en tout cas, ces moments-là, moi, c'est comme le printemps de Bourges. Hein, vous voyez, je me libère complètement la semaine, sauf cas exceptionnel. Mais en tout cas, je n'ai pas forcément des choses qui sont programmées. Alors, question suivante, posée par Didier. Je n'étais pas avec vous tout à l'heure, la mer de Marilyn, le slam du Loir, les jardins du Marais, Paris Bataille, la balade du pommier sont sur YouTube et je cherche un endroit afin de pouvoir les déclamer. C'est un spectacle qui s'intitule Équilibre entre musique et poésie. Ai-je le droit de dire mes poèmes sur la voie publique? Lire un poème sur la voie publique, dès lors que vous demandez l'autorisation, alors si vous prenez beaucoup de place, vous demandez l'autorisation d'utiliser l'espace public, parce que ça, on ne s'accapare pas l'espace public, hein, quelle que soit sa fonction, hein, qu'on soit administré, qu'on soit élu, qu'on soit député ou autre. Quand on utilise l'espace public, il y a des devoirs. Donc au même titre, si vous voulez utiliser de l'espace, alors bon, si vous êtes tout seul et puis que vous ne prenez pas d'espace et puis que vous déambulez dans la ville et que vous lisez vos poètes, il n'y a aucun souci, bien évidemment. Bon, dès lors que vous utilisez un petit peu de place, eh bien, il y a une demande à faire officielle auprès des services de la ville de Bourges, qu'on vous accordera en tout état de cause, mais en tout cas, voilà, il y a des règles à respecter. Une question de Jérémy. Quelle politique culturelle et universitaire souhaitez-vous mettre en œuvre afin de conserver la jeunesse berruyère dans notre ville pour éviter de se déplacer dans des villes comme Tours ou Orléans? Écoutez, je crois que l'offre culturelle, elle est, je ne sais pas si les berruyers s'en rendent compte, alors je pense qu'une grande partie s'en rend compte, mais en tout cas, vous savez, à force de critiquer la ville, il ne se passe rien, vous voyez, les questions depuis le début, hein, les rues sont en mauvais état, les commerces ne marchent pas, il n'y a pas de politique culturelle à Bourges. Bon, prenez conscience, je vous le demande, prenez conscience de la chance que vous avez d'être dans notre ville, d'habiter dans notre ville, par rapport à sa dimension, par rapport à sa strate, et tout ce que l'on offre. Et alors, si aujourd'hui on dit que notre politique culturelle, elle n'est pas suffisante à Bourges, sincèrement, je ne comprends pas du tout. Il ne se passe pas une semaine, quand je dis une semaine, je crois que je suis sévère, mais il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas d'activité culturelle à Bourges, été comme hiver, un printemps ou à l'automne. Le tout, c'est de se donner la peine de se déplacer. Alors évidemment, c'est un menu à la carte, on ne peut pas satisfaire de tout, mais franchement, si on s'intéresse et que vous allez sur sortirabourges.com,
vous avez 4000 sorties par an, de façon générale, et donc vous allez forcément retrouver votre bonheur. La politique culturelle, elle ne tourne pas qu'autour du Printemps de Bourges, bien évidemment, elle ne tourne pas que par rapport à la Maison de la Culture, elle ne tourne pas que par rapport à un conservatoire de musique et de danse. Ce sont des éléments majeurs, mais vous avez un tissu associatif culturel qui est énorme, essentiel, qui fait un travail très important, qui a été, sur lequel Frédéric Charpagne, qui est mon adjoint à la culture, a fait un gros travail sur ce mandat pour essayer de fédérer l'ensemble des acteurs, qui soient des acteurs culturels, mais aussi les financeurs potentiels, de manière à ce qu'on cible, qu'on crée des synergies, qu'on cible des soutiens, qu'ils soient techniques et financiers, plutôt que les éparpiller, mais d'avoir des moments forts. Je prends un exemple. Alors vous allez me dire, est-ce que ça correspond aux jeunes ou pas? Je ne sais pas, j'imagine. Mais nous inaugurons le nouveau parcours des Nuits Lumières le 28 juin, donc après l'inauguration de l'îlot Victor Hugo. Si ça, ce n'est pas de la culture adressée au patrimoine, je ne sais pas ce que c'est. D'un point de vue culturel, vous avez vu des animations qui ont été proposées dans la ville encore avec des danseurs bénévoles tout ce week-end, ce qui était, je dirais, quelque chose de très important. Si vous allez, je suis allé voir la présentation du programme de la Maison de la Culture pour la saison à venir, mais c'est juste exceptionnel. Enfin, je dirais qu'il y a une vraie diversité. Évidemment, je n'ai pas évoqué, mais ça tombe sous le sens, dès le 21 juin, Annette à Bourges, qui va avoir lieu donc jusqu'à la fin du mois d'août, du 21 juin jusqu'à la fin du mois d'août. Vous allez avoir un concert gratuit toutes les semaines et des concerts quasiment tous les soirs. Donc il y a une offre importante, il y a une offre, aller à la médiathèque, aller dans les bibliothèques de Bourges, aller dans les musées. Il y a une exposition qui est remarquable sur les fouilles archéologiques à Varicom qui a démarré donc, au musée du Berry la semaine dernière. Donc franchement, si on se donne la peine d'aller chercher l'information, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas à rougir de notre politique culturelle à Bourges. Elle est sans doute perfectible, ça, je ne le nie pas. Mais en tout cas, il faut faire l'effort, effectivement, de s'intéresser à ce qu'on propose. Une nouvelle question qui est posée par Nicole, et question doublée d'une suggestion. Pourquoi ne pas laisser les lanternes bleues allumées pendant les fêtes de fin d'année? Alors c'est possible, puisqu'en fait, techniquement, on a une évolution, on va dire une petite évolution technique par rapport au nouveau parcours des nuits bleues, des nuits lumières plus exactement. C'est qu'en fait, les lanternes qui ont été changées reçoivent des ampoules LED, alors qui ont aussi l'avantage de moins consommer, donc pour l'environnement et pour les coûts de fonctionnement de la ville, c'est positif, mais surtout qu'elles vont pouvoir effectivement servir soit au parcours des Nuits Lumières, soit servir à l'éclairage public traditionnel. Donc rien n'empêchera, pendant les fêtes de fin d'année, de pouvoir éclairer en bleu ces rues. Et je vais même plus loin, il est envisageable aussi, en tout cas le matériel va être capable de le faire, de pouvoir faire des projections de lumière à d'autres moments de l'année, et il est possible qu'on puisse les mettre en fonctionnement, notamment au moment des fêtes de fin d'année. Donc voilà, donc tout est possible avec cette nouvelle évolution du parcours des nuits bleues. Des nuits lumières, on les appelle des nuits bleues, mais c'est des nuits lumières. Une question de Clara maintenant. Avec les aménagements très festifs au lac d'Oron, je me demande s'il ne serait pas envisageable d'installer des rameurs, vélos, afin d'offrir la possibilité à tous de faire du sport. Une salle de sport en plein air, en fait. Qu'en pensez-vous ? Oui, nous sommes convaincus qu'il faut agrémenter encore davantage cette plage. Je vous rappelle qu'on est parti de rien, ou d'un seul concept qui était de dire, ça fait des dizaines d'années qu'on dit qu'on veut se baigner dans le lac d'Oron et puis on ne le fait pas. Parce que pour différentes raisons, d'ailleurs des raisons idiotes qui sont reprises d'ailleurs par un certain nombre d'élus. Là, j'ai pu lire quelque chose pas plus tard que ce matin en disant que l'eau est propre, l'eau est insalubre, ce qui est complètement faux parce qu'on doit faire des analyses l'année N-1 pour l'année N pour autoriser la baignade. En tout cas, donc les analyses qui ont été faites l'année dernière sont conformes, donc la baignade est autorisée. Alors sauf catastrophe, s'il y avait des polluants qui étaient déversés, évidemment cet été, ça ne serait plus le cas, mais en tout cas, on a cette autorisation. L'eau est propre, il y a un peu de turbidité, c'est sûr, mais en tout cas, elle est propre. Et donc, on a commencé par simplement la plage, et puis on a aménagé, on a fait un terrain de vélo, de volley, on a fait un terrain de pétanque, on a installé, des espaces pour faire des barbecues. Bon, ça prend forme. Au début, il
Ça faisait un peu champ de labour parce qu'il il a fallu installer tout ça, mais maintenant ça prend forme. Ces derniers jours, là, je suis passé près du lac et j'ai vu que déjà les berruyers s'étaient réappropriés ce site. Et puis l'idée, c'est d'agrémenter encore davantage. Donc Nathalie Bonnefoy a une idée, c'est de transformer peut-être un terrain de basket en terrain de tennis, pardon, en terrain de basket 3x3. On imagine aussi, et donc ça, je pense qu'on le fera très prochainement, mettre aussi un parcours sportif avec des agrès tout au long enfin sur un tronçon en tout cas, et on peut au fur et à mesure, et je suis complètement d'accord, que ce lieu, au lieu que ce ne soit pas qu'un lieu de baignade, ce soit un lieu on va dire de partage, un lieu où on se déplace en famille, entre amis, où on rencontre des gens, donc que ce soit vraiment un pôle d'attraction, et ça, je pense au fur et à mesure, on va le compléter. Il y a des animations qui vont être faites encore cette année, pour, notamment sportives, mais pas que. Je crois que samedi, d'ailleurs, il y a, je crois qu'il y a un des clubs de boxe qui organise un grand barbecue de fin d'année, donc vous allez pouvoir vous essayer à la boxe si ça vous intéresse. Donc voilà, on voit bien que ce pôle du lac d'Auron, d'une façon générale, et que ce coin particulier de la plage et tout ce qu'il y a autour, mérite effectivement qu'on le fasse vivre et qu'on fasse évoluer. Et ça, on va le faire effectivement, on va le faire chaque année, un petit peu chaque année, voilà, pour répondre aux besoins et aux attentes des berruyers. C'est important pour nous. Je suis parti du principe en 2014 que tous les berruyers ne partaient pas en vacances l'été. Il y a des berruyers, une grande partie des berruyers qui restent à Bourges, et puis leur offrir la possibilité de se baigner et de passer de bons moments en famille sur cette plage, jouer au volley, jouer au ballon, jouer à la pétanque, faire 2-3 grillades et s'amuser dans ce coin-là. Écoutez, ça je pense qu'il le fallait, ça manquait, en tout cas je m'y étais engagé et puis nous l'avons fait. La prochaine question est posée par Sébastien. Quelque chose est-il prévu pour la réhabilitation de la place Mirepied et Planchat, où les incivilités, poubelles, lumière, vitesse des voitures, feux rouges grillés et j'en passe, ne font qu'augmenter? Bon, je ne sais pas si ça augmente. En tout cas, dans la place Planchat, j'en ai parlé tout à l'heure sur la requalification de la place Planchat dans le cadre de l'opération Plan national cœur de ville. Il y a, je sais, un problème problématique de dépôt d'ordures sauvages, on va dire, sur la place Mirepied. Donc, pour ça que j'ai fait passer les services la semaine dernière et j'ai fait mettre en place un grand conteneur de 770 litres. Et j'ai demandé à mes services de réfléchir pour installer à proximité, alors peut-être pas au même endroit, mais à proximité, des conteneurs enterrés. Alors c'est un plan qu'on va faire sur l'ensemble de la ville, qu'on a commencé déjà à mettre en œuvre, notamment à proximité des résidences des bailleurs sociaux, sur les quartiers des Gibjons, mais aussi sur le quartier du Val-d'Auron. Mais on va en mettre aussi en centre-ville. Là, il y a un conteneur qui est prévu d'être implanté, deux conteneurs qui sont prévus d'être implantés à l'intersection de la rue Victor Hugo et la rue du 95e de ligne. Donc on va démultiplier ce type de conteneurs enterrés, ce qui est quand même plus joli, et puis évite effectivement les dépôts sauvages. Maintenant, quant aux incivilités, moi je crois beaucoup sur la police municipale. Je rappelle que depuis le 1er janvier de cette année, donc on a des équipages de nuit qui sont présents et qui tournent beaucoup. L'autre soir, j'étais sur Avaricom assez tardivement, enfin quand je dis tardivement, c'est raisonnable, le maire faut qu'il dorme un petit peu la nuit quand même, mais il était 23h, entre 23h et minuit, et la police municipale et la police nationale passent dans les rues, donc je crois beaucoup à ça. Mais effectivement, il y en a qui grillent des feux, un jour ils vont pas tout le temps gagner, un jour ils vont se faire prendre. Voilà. Puis les incivilités, sur les poubelles. Oui, on ne peut pas mettre des agents de police à tous les coins de rue, les poubelles renversées, c'est vrai qu'on en voit, donc on fait en sorte que les équipes de nettoiement de centre-ville, qui est vraiment une équipe formidable, fassent en sorte que le lendemain matin, si possible, tous ces dégâts soient ramassés, que les berruyers profitent de leur vie et de leur ville, en tout cas, dans un état de propreté qui est convenable. Sylvain vous demande, y a-t-il des parcelles communales de maraîchage à la location? Valoriser le maraîchage pour tous serait un plus, je pense. Oui, écoutez, là je vous invite à vous rapprocher notamment une des deux associations ou les deux associations qui sont présentes dans les marais, l'association des maraîchers de Bourges et Patrimoine Marais, qui ont une connaissance parfaite, je dirais, une cartographie de toutes les parcelles qui sont dans les marais. Je parle notamment des marais qui sont les 135 hectares de marais, qui sont au pied de la cathédrale, et qui sont en capacité
qu'ils vont être en capacité de vous dire, ben voilà, quelles sont les parcelles qui sont dont les propriétaires offrent justement la location donc des parcelles. Donc là-dessus, je sais qu'il y en a forcément des parcelles disponibles. Donc prenez contact avec ces associations, puis elles sauront vous répondre. Une question du docteur Driss maintenant. À quand des ralentisseurs sur l'avenue de la Libération à la Chancellerie au niveau du hublot et du centre commercial, car la route est très dangereuse pour les habitants. Aucun respect de la zone 30 km/h imposée. Je vais vous apporter la même réponse que j'ai apporté tout à l'heure à un auditeur, un internaute qui pose la question au Camille Pelletan. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas tout régler avec des ralentisseurs, quoi. Vous savez, je suis allé l'autre jour, pas très loin, dans votre quartier, où on a mis des chicanes, en fait. Hein, et je me suis déplacé, puisque un riverain m'avait sollicité, donc je suis allé voir ce qui se passait. Donc on a mis en place des chicanes. Bon. Alors, ce qu'on a quand même constaté par la mise en place de ces chicanes, c'est puisqu'on a fait des comptages de vitesse avant de les installer et après, c'est que la vitesse a été réduite, je crois, de 10 km/h de mémoire, hein, en moyenne 10 km/h. Donc, efficace. Sauf qu'entre ces deux chicanes, eh effectivement, j'aurais tendance à dire qu'il y a trop d'espace et que certaines voitures prennent de l'accélération. Mais on ne peut pas bouger ces chicanes parce qu'en fait, après, on a des contraintes par rapport aux riverains, parce que soit vous vous trouvez devant une porte de garage, soit devant une entrée de cour, et donc vous ne pouvez pas les mettre n'importe où, il faut que les gens puissent sortir, et ainsi de suite. Bon. Donc voilà, oui, c'est efficace. Voilà. Sur la rue de la Libération, c'est un peu le même sujet, c'est-à-dire que c'est une voirie qui est pas trop large, hein, puisqu'on l'a quand même considérablement réduite. Elle est en descente, ou en montée une fois encore, mais en descente en allant sur la plaine du Moulon. On peut mettre encore des dodanes, des chicanes, mais on va encore bricoler, et puis vous allez avoir des gens qui de toute manière vont dire qu'il ne faut pas en mettre parce que ça ne va pas, ça leur fait mal au dos, ça esquinte les voitures, ça fait consommer les voitures davantage. Il y en a d'autres qui vont vous dire, les chauffeurs de bus, ça ne va pas parce que ça secoue les passagers dans le bus. D'autres qui vont dire, non, il n'en faut plus parce que moi j'ai mal au dos, et puis ainsi de suite. Puis d'autres qui vous diront, il faut en faire parce qu'il faut sécuriser. Donc là encore, on ne peut pas mettre un gendarme à tous les coins de rue pour faire respecter les vitesses. Alors moi, ce que je vous propose quand même malgré tout, c'est d'aller faire des comptages. Donc je sais que Sabine est en train de noter derrière moi ce que je suis en train de dire, faire des comptages à l'avenue de la Libération, puis qu'on se rende compte réellement de ce qui s'y passe en termes de vitesse pratiquée. Et puis si les vitesses pratiquées sont importantes, on réfléchira à essayer de trouver une solution technique à des problèmes d'incivilité, malheureusement. La question suivante est posée par Veni Vidi Vici. Je voulais soumettre à la ville de Bourges l'idée d'aménager les rues de Bourges proches des logements foyers avec des bancs pour permettre à nos anciens de faire une halte pour se déplacer et se reposer sur leur parcours pour aller dans les petits commerces, pharmacies ou encore chez le médecin. Alors c'est le cas, hein, on l'étudie au cas par cas, je peux le dire, mais le problème des bancs, c'est jamais des choses simples. Parce qu'on voudrait des bancs, je ne veux pas dire partout, mais ce qu'on peut comprendre, hein, pour les personnes âgées ou non âgées, qui ont besoin par moment de faire des petites pauses sur des longues distances ou des distances moyennes. Par contre, on a aussi cette contrainte d'implantation de bancs, parce que les bancs, où est-ce qu'on les met? Parce que si on les met trop près des habitations, ce qui est souvent le cas, les bancs ne sont pas non plus réservés aux personnes âgées, donc d'autres peuvent les utiliser. Et parfois, on peut avoir, pas tout le temps, mais des débordements avec des jeunes ou des moins jeunes qui, notamment à cette époque-là, qui vont venir avec leur scooter, qui vont venir discuter ensemble sur le banc, et puis qui vont chahuter. Et puis au bout d'un moment, on va demander d'enlever les bancs parce que le riverain qui habite juste en face ne peut pas dormir, ne peut pas fermer l'œil de la nuit, d'autant plus que s'il fait chaud comme ça, il a les fenêtres ouvertes, donc ça pose d'autres problèmes. Donc ce n'est pas des sujets aussi simples que ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on le fasse, on le traite au cas par cas et on essaie de trouver le bon endroit pour justement faire des lieux de pause pour les personnes les plus âgées. Ce qu'on va pouvoir dire aussi en termes de déplacement, donc l'acquisition n'est pas encore faite complètement, mais le CCAS aussi vient de faire l'acquisition d'un certain nombre de triporteurs, hein, notamment pour les personnes âgées. Et c'est une opération d'ailleurs qui va concerner les différentes générations. C'est-à-dire que ça permet par exemple pour une personne plus jeune de le véhiculer en vélo, donc sur un triporteur avec une personne plus âgée, et puis peut-être de proposer ses services pour
pour une dame par exemple qui veut aller faire quelques courses pas très loin, eh bien, en faisant appel au volontariat, les plus jeunes amèneront chez la personne âgée en triporteur. Moi j'en ai fait la démonstration l'année dernière, donc c'est très pratique. Et puis si ça fonctionne bien, écoutez, on en rachètera d'autres et puis ça va être un nouveau service. C'est un service qui est important parce qu'en plus il est écologique, parce que le fait que ce soit un vélo, on ne va pas prendre forcément des voitures. Et puis ça permet aussi aux personnes âgées de pouvoir aussi pédaler, donc elles ne seront pas toutes seules à pédaler, on ne va quand même pas les exploiter, mais de faire aussi de l'exercice physique. Donc voilà, j'ouvre cette parenthèse-là parce que ça rejoint aussi le fait de devoir se déplacer. Et puis des fois à pied, les distances sont un peu trop longues, mais elles peuvent se faire autrement. Si c'est pas à pied, ça peut se faire à vélo. Voilà. La prochaine question est posée par Sylvie. La zone d'activité du péage est une réussite pour les entreprises et les berruyers. Allez-vous réaliser des aménagements futurs comme un second péage au niveau du rond-point avenue de Saint-Amand? Alors, un péage avenue de Saint-Amand, je n'ai pas trop compris là. Péage avenue de Saint-Amand. Alors, je vais répéter la question, enfin la fin de la question. Allez-vous réaliser des aménagements futurs comme un second péage au niveau du rond-point avenue de Saint-Amand? Ah non, pas du tout, pas du tout. Alors il y a un projet de deuxième sortie d'autoroute, qui est un projet qui est porté par le conseil départemental auquel l'agglomération participe financièrement. Le constat est fait, bon, ça c'est historique et c'est encore pour des histoires politiques, que Bourges, par exemple, n'a qu'une sortie d'autoroute. C'est quand même excessivement rare. Si vous vous déplacez en France sur les autoroutes, les villes de notre dimension ont toujours quasiment 2 sorties d'autoroute. Par exemple, à Vierzon, on a 2 pour être plus près de chez nous. Bon, il y a eu des raisons qui ont fait que ça n'a pas été le cas. Donc là, aujourd'hui, le projet est à l'étude. Donc j'ai rendu un comité de pilotage il n'y a pas très longtemps, il y a un mois de ça sur le sujet. Donc les choses avancent. Donc il y aura une deuxième sortie d'autoroute qui ne sera pas donc, sur la partie sud, qui sera plutôt sur la partie plus au nord, en tout cas, enfin plus au nord que la sortie actuelle, qui permettra effectivement d'abord de désengorger l'échangeur tel qu'il est aujourd'hui, qui est engorgé et puis dans un futur qui sera sans doute peut-être plus engorgé si on ne s'y intéresse pas maintenant. Il faut savoir que c'est un projet qui va sortir dans 7-8 ans, pas tout de suite, parce que c'est des études qui sont toujours très, très lourdes en tout cas. Et puis on va résoudre en même temps une problématique qu'on imagine dans quelques années. Aujourd'hui, nos zones d'activité, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre intervention, elles se remplissent très vite, depuis notamment 2-3 ans. Avec de tout type d'activités, essentiellement des activités logistiques, mais pas que. Et il faut qu'on prenne garde parce qu'on ne sature pas nos zones d'activité économique avant qu'effectivement on en ait une autre. Et en particulier, vous le voyez, les zones d'activité économique se développent surtout au niveau des échangeurs, des sorties d'autoroute, d'où aussi le deuxième intérêt d'avoir une deuxième sortie d'autoroute. Alors, ce n'est pas que cet objectif-là, mais ça en fait également partie. Donc voilà, donc la deuxième sortie d'autoroute, oui, mais elle sera elle sera au nord de celle que vous connaissez aujourd'hui. Une nouvelle question de la part d'un riverain. À quand un aménagement décoratif de rue parapluie pour redynamiser et amener les touristes l'été dans une rue en perte de vitesse comme la rue Mirbeau ou la rue de Ron? Excellente idée. Figurez-vous que j'ai pensé, j'ai sur mon téléphone portable, enfin que j'ai laissé dans mon bureau, j'ai pris une photo, je crois que c'est sur les réseaux sociaux, alors j'avais déjà vu, et ce qui m'a fait tilter, c'est qu'il y a un bar-restaurant qui se trouve à proximité je vais taire son nom pour ne pas lui faire de publicité, David, je ne fais pas de publicité, qui se trouve à proximité du pont d'Oron, qui a fait ça sur, je crois qu'il y a dû démonter maintenant, mais qui a fait ça sur sa terrasse. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Et je m'étais dit justement, j'avais parlé à Philippe Mercier, je lui ai dit ça serait quand même peut-être sympa de faire ça rue Mirbeau. Donc vous voyez, ça se rejoint et je trouve que ça créerait un petit coup de jeune, un petit coup de look qui pourrait être intéressant. Donc je pense que voilà, il faut noter ça sur nos tablettes, il faut qu'on avance sur ce sujet. Ça ne doit pas être quelque chose de très très compliqué, mais je trouve que ça donne une petite touche de couleur assez sympa. Voilà. Donc bonne idée. Donc voilà, nous rejoignons sur cette idée, c'est parfait. La prochaine question, qui est la dernière question, elle est posée par Michel. Oh, déjà ? Oui.
Le 28 mai dernier, vous avez participé à l'inauguration de la salle ICE au CGR. Pouvez-vous nous dire en quelques mots votre impression et si le film Godzilla vous a plu? Alors je ne peux pas vous dire si le film m'a plu parce que je ne suis pas resté à la séance, parce que j'avais d'autres rendez-vous après. J'ai simplement vu, j'ai eu le privilège de venir quelques minutes avant, et le directeur du CGR qui était présent donc, m'a montré un échantillonnage sur des films qui étaient déjà tournés. J'ai trouvé ça assez surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais imaginé peut-être bêtement d'avoir des écrans sur le côté où seraient projetées des images. C'est absolument pas ça. On profite plutôt de l'effet d'éclairage de part et d'autre. Et je trouve le sujet plutôt bluffant. Il n'y a pas beaucoup de salles comme ça en France et en Europe. Et que cette salle cet investissement ait lieu à Bourges, j'en suis plutôt fier. Et je vous engage, pour ceux qui n'en ont pas profité, d'aller tester. Alors après, ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, d'abord, au-delà de cet aspect donc, visuel, mais il y a un aspect sonore, acoustique, et un confort des sièges qui est quand même juste exceptionnel. Donc c'est pas une salle qui est très grande en nombre de places, mais je trouve que c'est vraiment une salle confort. Et moi qui ne suis pas très cinéma, pour tout vous dire, ça m'a donné envie d'y retourner un peu plus souvent. Donc voilà, donc je vous invite, sans faire de publicité, au CGR et au directeur Davy de tester cette salle, parce que c'est vraiment très sympa. Donc c'est sûr que c'était la dernière question. Pardon, oui. Oui, donc voilà. Écoutez, merci de ce moment partagé avec vous, qui est passé très très vite. Je ne sais pas si vous avez, vous, ce sentiment. En tout cas, je pensais qu'il restait encore une demi-heure, mais non. Nous sommes déjà arrivés au terme de cet échange chat. On va dire dernier chat de l'année scolaire, si je peux m'exprimer ainsi. On va faire un break pendant 2 mois, puisque nous nous retrouvons donc à la même heure le 10 septembre prochain. En attendant, je vous souhaite un bel été. Profitez de vos vacances pour ceux qui ont des vacances cet été. Profitez de vos familles, de vos amis. Profitez peut-être, si vous partez de Bourges, profitez d'autres paysages pour se ressourcer. Ces vacances sont faites pour se ressourcer, se reposer. Si vous êtes à Bourges, profitez de tout ce que Bourges vous offre. Il faut encore aller sur www.sortirabourges.com. Vous aurez tout ce qui se passe à Bourges pendant cet été. Il y a plein de choses, il y a des expositions, il y a de la musique, il y a des concerts, il y a des danses, il y a la descente infernale, il y a le trail urbain, il y a plein de choses qui se passent à Bourges cet été. Donc profitez de tout ça et soyez curieux, allez voir et puis parlez autour de vous. Faites venir des amis aussi à Bourges. Faites venir des connaissances qui ne connaissent peut-être pas Bourges. Faites connaître notre ville. Je le dis et je le répète, nous avons la plus belle ville du monde. Donc faites-le savoir. Et puis je pense qu'on en est tous fiers. Et puis n'oubliez pas les Nuits Lumière, bien évidemment. Donc 28 juin, c'est tous les soirs à partir de 10h et 22h30, je crois grosso modo. Mais là aussi, vous allez sur les sites, vous allez avoir toutes les informations là-dessus. Vous allez voir, ça va être juste exceptionnel cette année. On a eu un tout petit raté quand même l'an dernier, il faut l'avouer, mais pour des raisons purement techniques. Mais là, on a travaillé avec un collectif, et ça c'était très important, avec des sociétés de très haut niveau, qu'on fait des scénographies, des animations, notamment à Saint-Pétersbourg, donc vous voyez un peu le niveau. Et puis nous sommes, on en parlait cet après-midi d'ailleurs en réunion de cabinet, nous sommes sur un projet déjà futur, alors qui prendra peut-être pas place en 2020, mais de toute manière en 2021, donc on va travailler l'année prochaine, mais ça va être quelque chose de complètement différent, de surprenant, et qui n'existe pas en France. Et pour ça, rendez-vous l'année prochaine, mais en attendant, rendez-vous le 10 septembre. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci en tout cas pour vos bonnes questions. J'espère y avoir répondu. À bientôt. Au revoir.